Wine Spirit. Euh, alors, je vous rassure, la dernière fois que j'avais pris ce micro, je vous avais jeté des briquets dessus. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de vous faire venir ce jour-là, le 14 février. Alors, certes, c'est la Saint-Valentin. C'est pas pour ça, malheureusement. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le Trifon Zaredzan. Alors, c'est une fête bulgare. C'est considéré comme la fête du vin en Bulgarie, parce qu'historiquement, c'était le jour où les viticulteurs commençaient la taille des vignes. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que c'est dans l'ADN de l'association de faire découvrir le vin, sa culture à l'international, et aussi parce que notre directrice, Madame Petrova, est originaire de Bulgarie et que nous l'apprécions énormément. Voilà. Alors, après cette petite aparté culturelle et internationale, laissez-moi vous présenter Monsieur Hugu. Alors, attiré par le monde viticole depuis son plus jeune âge, vous avez obtenu un brevet de technicien agricole. En 93, vous commencez par occuper un poste de commercial pour un gros groupe français présent dans un peu plus de 120 pays à travers le monde, donc qui fait notamment des fertilisants. Donc, vous allez tomber amoureux. Donc, vous travaillez dans le Beaujolais. Vous allez tomber amoureux de cette région, de son vin et de sa vigne. Et donc, c'est à ce moment-là que vous vous fixez l'objectif de un jour acquérir vos propres vignes dans le Beaujolais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué d'acquérir des vignes pour une personne extérieure au milieu. C'est un secteur très fermé. Et pendant toutes ces années passées en tant que commercial dans le Beaujolais, votre envie va se développer. Donc, c'est en 2008, à la suite d'une rencontre avec David Dutel, qui est un jeune vigneron qui avait besoin de trésorerie à l'époque, que vous allez pouvoir réaliser votre objectif, puisque vous allez pouvoir lui acheter une parcelle de Morgon. C'est comme ça que vous avez commencé. Donc en métaillage, le métaillage, c'est un système où le propriétaire va partager avec le métailler, donc celui qui s'occupe de la vigne, les récoltes. Alors c'est alors le début d'une grande aventure qui va devenir une passion, vous allez nous en parler. Vous allez acquérir de plus en plus de vignes, commencer à créer votre propre exploitation qui représente aujourd'hui 4500 bouteilles à l'année. Et vous allez également devenir jury au concours des grands vins de Mâcon. Alors, vous vous impliquez entièrement et directement dans la vigne, ce qui est à souligner. Donc, on parle ici de taille, d'organisation des vendanges, d'achat, d'application des produits de traitement. Et vous êtes également adhérent à l'association des vignerons indépendants. Vous êtes présent sur les salons. C'est à l'occasion de ces salons qu'on a pu vous rencontrer pour la première fois, qu'on a pu déguster vos vins. Et je vous l'ai dit et je vous le redis, ce fut un réel plaisir. Et j'espère que cette conférence en sera de même. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Patrick Hugu. Merci. Tout d'abord, merci de m'accueillir. C'est très encourageant pour nous, les viticulteurs, puisque des jeunes qui s'intéressent au vin, eh ben, c'est la clientèle de demain et c'est très encourageant pour nous. Pour terminer un petit peu par rapport à ma venue dans la vigne, si vous voulez, moi, ma devise, c'est ce que je dis, c'est convivialité et partage. De par ma profession, je visitais des viticulteurs et c'est vrai que j'ai vraiment appris à partager leur passion et ils me l'ont transmise parce que c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, j'ai mordu à ça parce que moi, je ne suis pas du tout issu du milieu viticole. Et souvent, les gens extérieurs au milieu viticole ou au milieu agricole, c'est souvent des personnes passionnées et qui ont les plus belles réussites. Je vous parlerai de deux exploitations, c'est-à-dire la mienne qui est petite, hein, puisque j'ai que 4500 bouteilles en métayage, donc je suis propriétaire, et j'ai donné en métayage au Domaine Ruet, qui lui a 20 hectares aujourd'hui, et qui fait de l'export, et qui est en passage bio à partir de la récolte 2023. Voilà. Cette passion m'a été transmise dans les caves, comme je vous l'ai dit, les endroits où les langues se délient et le partage est de rigueur. C'est là aussi que j'ai compris que chaque vigneron pouvait subtilement influer la vinification pour faire son vin, celui qui lui ressemble. Et c'est ça qui est également important. C'est-à-dire que vous donnez la même vendange à deux vignerons différents, ils vont vous sortir des vins à leur image, à leur goût, complètement différents.
Je vais vous parler rapidement du Beaujolais parce que c'est un vignoble un petit peu particulier quand même. C'est un vignoble qui fait 14 500 hectares, donc ce n'est pas très très grand. En 90, il y avait 23 000 hectares. Donc vous voyez, en 30 ans, il s'est arraché pratiquement 40% du vignoble parce qu'il y a eu des crises, enfin il y a eu plein de choses qui ont fait ça. Le Beaujolais, c'est monocépage, c'est-à-dire que c'est un gamay rouge à jus blanc. Il n'y a qu'un cépage. Donc, le vigneron ne peut pas faire d'assemblage. La seule différence, c'est le terroir. Le Beaujolais est passé depuis 2015, je crois, géoparc national à l'UNESCO, puisque c'est un des vignobles qui a le plus grand nombre de terroirs différents. C'est-à-dire que d'un côté d'un chemin en face, ce n'est pas du tout le même terroir, et ça va sortir des vins totalement différents. Voilà, c'est important de le savoir. Donc, c'est un gamay rouge à jus blanc, c'est-à-dire que pour les vendanges, vous prenez une grappe, vous l'écrasez, c'est un jus blanc qui va couler. Donc, on met en cuve et c'est l'enveloppe qui va donner la couleur au vin. Donc, suivant les crus, on laisse cuver entre 8 jours, 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Et le rosé, puisque je vous ai amené une bouteille de ma gamme, eh bien, le rosé, on le presse rapidement. Comme ça, l'enveloppe a donné un tout petit peu de couleur. Voilà. Mais c'est le même cépage. Il n'y a que le blanc où on a planté du chardonnay. Donc, ça fait une diversification pour les viticulteurs qui veulent vendre leurs bouteilles en direct. Donc, on met du chardonnay, comme le Mâconnais, sur des terrains plutôt à tendance argilo-calcaire. Il faut savoir que le Beaujolais, c'est 94% de vin rouge. C'est 3-4% de blanc et 3% de rosé. Voilà, c'est quand même du vin rouge en majeure partie. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai une petite phrase que j'aime bien dire. Un grand terroir ne s'exprime que lorsqu'il croise le chemin d'un vigneron passionné. Il y a là un binôme nécessaire à toute grande réussite. Voilà, c'est un métier de passion, c'est très, très important. Après, bon, je suis bavard, il faut que tu m'arrêtes, hein, parce que je peux parler à un grand moment. Oui, je dirais qu'il y a deux sortes de vignerons. Il y a le vigneron qui est vigneron parce que son père l'a obligé à être vigneron, parce qu'il y a les fermes, il y a les vignes familiales, donc on n'a pas trop de choix. Et puis, vous avez le vigneron passion qui vend ses bouteilles, qui fait son vin jusqu'au bout, avec amour, avec passion, enfin voilà, et qui vend ses bouteilles. Voilà. On aura l'occasion de détailler par rapport au domaine rouillé les ventes des bouteilles. Voilà, je te repasse le micro. Merci beaucoup parce que vous avez répondu à ma première question, ce qui était plutôt pratique. Et puis ça a permis aussi aux gens de comprendre un peu qui ils avaient en face d'eux. Justement, en face de vous, vous avez des étudiants en relations internationales. Le vin n'échappe absolument pas aux défis internationaux et à la mondialisation. On va passer à la première question sur la partie internationale. Pourquoi exporter son vin au-delà de nos frontières ? Bien, donc il y a plusieurs intérêts à exporter. Déjà, ça développe le chiffre d'affaires. Et quand on est dans le business, c'est quand même important de développer son chiffre d'affaires. Ensuite, ça permet une notoriété au-delà des frontières. Et c'est une image valorisante de l'exploitation pour les gens qui savent, quand vous êtes dans la revue des vins de France, donc les gens savent que vous faites de l'export et c'est plutôt une bonne image, puisqu'on verra tout à l'heure que les contraintes à l'export sont très, très, très exigeantes. Donc, c'est assez compliqué de faire de l'exportation. On diversifie ses marchés, bien sûr, hein, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est important. Et c'est une belle opportunité, ça permet de se dépasser parce que les contraintes sont tellement compliquées qu'il faut vraiment que ce soit zéro défaut à tous les niveaux. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ta question. Est-ce que vous pouvez justement préciser vers quel pays vous exportez principalement et pourquoi ces pays ? Je vais faire le pendant entre le Beaujolais en général. Hein. Donc le Beaujolais, c'est 24% d'export aux États-Unis, 18% au Royaume-Uni, 15% au Japon, 12% au Canada.
Donc ça représente les 5 pays, 76% de l'exportation. Ensuite, vous avez la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande, la Suède, la Suisse, la Chine, l'Allemagne, l'Australie, le Danemark et un petit peu l'Italie. Voilà, donc, et c'est à peu près 200 000 hectos qui sont exportés sur une production de 630 000 hectos du Beaujolais. Donc vous voyez, c'est à peu près un tiers. Hein. Après, le domaine Ruet, donc c'est un tiers de la production. Donc le domaine Ruet, 20 hectares, c'est environ 120 000 bouteilles. Donc c'est un tiers de la production, c'est 70% vers le Canada, où c'est un monopole d'État, je vous expliquerai après comment ça se complique. 10% aux USA, 15% Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Slovénie, Slovaquie, Hongrie et l'île de la Réunion. Je l'ai mis dans l'export parce qu'on ne va pas livrer avec la camionnette. Et 5% Asie, donc Chine et Japon. Alors le Japon, c'est surtout les Beaujolais nouveaux. On imagine que chaque pays a des façons différentes de commercer. Quelles sont vos relations avec ces pays? Les négociations doivent forcément être plus difficiles avec certains pays que d'autres. On imagine que faire du commerce au Canada va être différent qu'avec des pays européens ou encore avec des pays asiatiques. Tout à fait. Donc, déjà, le grand export est difficile à démarrer. Avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà cibler, étudier le marché. On ne se lance pas comme ça dans l'export, dire tiens, un matin en se levant, tiens, je vais exporter aux États-Unis ou n'importe où. Il faut obtenir un numéro FDA qui est obligatoire. C'est Federal Food, Drug and Domestic Act. Vous m'excuserez mon accent anglais. Donc, ça coûte à peu près 700 $ par an, tous les ans. Mais par contre, c'est avoir le droit d'exporter. Ce n'est pas parce que vous payez que vous allez exporter. Hein, ça, c'est la première étape. Et c'est une importance dans la notoriété. Alors, c'est important quand on exporte, mais même quand on vend chez nous en France, hein, c'est les médailles. C'est les coups de cœur au guide Hachette. C'est toutes ces récompenses qui sont très importantes, puisque ça donne de la notoriété au domaine. Donc le Canada, c'est un monopole d'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui achète. Le seul avantage, c'est que vous êtes sûr d'être payé. Donc il y a la SAC, c'est la Société des alcools du Québec. Donc c'est le côté francophone et on travaille avec eux. L'export qu'on fait, c'est uniquement avec eux. Parce qu'il y a la LCBO, c'est le côté anglais. On a essayé, mais c'est un peu plus compliqué. Ils sont un peu moins clean que l'autre côté, quoi. S'ils peuvent vous la faire à l'envers, ils ne se gênent pas. Donc, déjà, il faut trouver un agent pour le Canada. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cet agent, il faut qu'il vous référence au monopole d'État. Là, en ce moment, je fais une petite aparté. Il y a Wine Paris, donc c'est un salon du vin à Paris qui est que pro. Donc là, il y aura beaucoup d'importateurs, restaurants, cavistes, c'est un salon très important à Paris, et il y aura à peu près 60 viticulteurs du Beaujolais, mais il y a des vins du monde entier. Voilà. Ensuite, on envoie les échantillons. Alors, le délai entre le contact avec l'agent et la première commande qui part, il faut compter à peu près 2 ans. Donc ça veut dire qu'un jeune viticulteur qui se lance, c'est compliqué au niveau trésorerie. C'est pas très simple. Et puis après, ils vont donc sélectionner une cuvée de chez vous et ils vont vous dire, on te prend 5000 bouteilles de Brouilly 2021. Donc vous mettez ces 5000 bouteilles à coin et puis vous attendez, et puis vous attendez. Et puis si ça se trouve, c'est pas validé. Ça veut dire qu'ils vont vous dire, on ne vous les prend plus. Donc vous vous retrouvez avec votre Brouilly 21, votre Brouilly 22. Donc c'est pour ça que l'export, c'est assez compliqué. Nous, on fait de l'export depuis 2012, donc ça fait une dizaine d'années. Donc on a nos agents, puisque c'est les agents qui vendent dans les magasins. Et il y a une chose aussi, c'est que c'est des ventes en petite quantité. Parce que la bouteille, elle triple entre les taxes et les droits. C'est-à-dire qu'une bouteille qui vaut 10 € en France, elle vaut 30 € là-bas. Donc les gens, ils n'achètent pas des cartons complets parce qu'ils vont acheter 2 bouteilles de Brouilly, ils vont acheter 2 bouteilles de Bourgogne, 2 bouteilles de Bordeaux, voilà. Donc c'est quand même des petites ventes.
Donc l'export, c'est pas au Canada, c'est pas simple. Bon, nous, on est bien implantés puisque vous avez vu qu'on envoie 70%. Ensuite, aux USA, c'est un peu plus simple. C'est des agents importateurs qui ont des commerciaux, donc qui tournent et qui vendent dans les magasins, les cavistes, enfin tout ça. Donc, ils viennent une fois par an faire une dégustation au domaine pour faire un petit peu leur sélection. Et puis après, Cathy, l'épouse de David, elle y va aussi une fois par an parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc, il ne faut pas se faire oublier. Donc, c'est bien de retourner là-bas, prendre des contacts et puis on peut éventuellement se faire connaître par d'autres agents, quoi. Hein. Donc, voilà. Aux États-Unis, les exploitations familiales ils sont très sensibles à ça. Une fois, Cathy, elle y a été avec son fils, qui a 18 ans, et elle a été accueillie. Elle a dit c'est incroyable ce qu'ils aiment. Ils n'achètent pas aux grosses coopératives, aux gros négoces. Ils aiment bien l'exploitation familiale. C'est un point très important. Et les Américains sont assez fidèles. Voilà. Ensuite, l'Asie. Alors la Chine, c'est très compliqué parce qu'ils cherchent toujours la petite bête pour ne pas vous payer. Il manque 2 mm de vin dans la bouteille, l'étiquette, elle n'est pas droite. Enfin, ils vont vous la faire à l'envers dès qu'ils peuvent. Donc la Chine, on n'y va pas trop. Par contre, le Japon, c'est souvent le Beaujolais nouveau qu'on exporte. Après, l'Europe, donc les pays que je vous ai cités. Donc on a la Belgique. Les Belges, ils boivent beaucoup de bière, mais ils boivent beaucoup de vin aussi. Et l'avantage dans le Beaujolais, c'est qu'on est à mi-chemin entre la Belgique et la mer. Donc, c'est-à-dire, quand ils remontent, eh ben, ils s'arrêtent et ils achètent du vin. Le Beaujolais est une très belle région. Hein. Elle se situe au nord de Lyon et en dessous de Mâcon, sur la gauche quand vous montez sur l'autoroute. C'est vallonné, c'est magnifique. Donc, les Belges, ils s'arrêtent et ils achètent du vin souvent. D'où l'intérêt d'être dans un guide achète, parce que vous vous dites, tiens, je veux acheter du Morgon. Mais bon, vous arrivez, vous ne savez pas très bien où vous allez vous rendre. Donc, vous prenez le guide achète et là, regarde les coups de cœur, les étoiles. Voilà. Donc, c'est très important. Le domaine Drouet fait beaucoup de concours de coups de cœur parce que ça amène beaucoup de clientèle au domaine. Voilà. Eh bien, je crois bien que j'ai trop passé le micro, mon petit. Merci. Canada, États-Unis, Asie, Russie un petit peu avant la guerre? La Russie, très peu. Ça fait 15 ans qu'on a arrêté avec la Russie parce que y a déjà la mafia là-bas. Donc, c'est déjà un peu craignos. Et puis, c'est un marché pas intéressant pour nos vins. Eux, ce qu'ils veulent en vin, c'est des vins pas chers. Par contre, ils achètent beaucoup de champagne et de spiritueux. Mais les vins, c'est vraiment... c'est pas des buveurs de vin. Il doit faire trop froid, j'en sais rien. Mais voilà, c'est plutôt des vins bon marché qu'ils veulent. Merci beaucoup pour le partage de votre expérience sur le côté international du vin. Dans les défis internationaux, il y a aussi celui du dérèglement climatique. Ah bon? Qui sont vos plus gros concurrents? Voilà, donc nos plus gros concurrents, c'est l'Espagne et l'Italie, parce qu'ils ont des rendements au-dessus de chez nous. Nous, on est limité en rendement. Hein, dans le Beaujolais, c'est 56 hectolitres à l'hectare. On verra avec le dérèglement climatique, on n'arrive plus à les faire. Mais eux, ils ne sont pas limités en rendement et ils ont des normes beaucoup moins strictes que nous. Donc, ils sortent des vins à prix très bas. Voilà, donc eux, c'est nos plus gros concurrents. Par contre, quand on parle de vin et de gastronomie, la France reste la référence mondiale quand même. Merci beaucoup. On va à présent parler du dérèglement climatique qui impacte tous les secteurs et notamment le vôtre qui ne va pas du tout être épargné. Quel impact a le changement climatique sur le vin et notamment sur le goût de ce dernier? Merci. Donc, le changement climatique, il y a un aspect négatif et positif comme tout. Donc, je vais commencer par le négatif, comme ça vous aurez en tête le positif après. Donc, le premier événement du changement climatique, c'est un gel tardif. Parce qu'aujourd'hui, on a des périodes de douceur, comme en 2021 par exemple, où au mois de février-mars, il fait doux, des 14, 17, 18 degrés, et la vigne démarre. Et puis au 15 avril, boum, un coup de gel.
alors là, vous perdez 30 à 40% de votre récolte. Alors, il y en a qui mettent des brûlots, vous savez, dans les vignes. Hein. Mais ça, c'est efficace jusqu'à moins 3 degrés à peu près, moins 4. Après, c'est plus efficace, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le gel tardif. Ensuite, il y a la grêle, les orages en été. Alors l'assurance, ça coûte très cher. En plus, il faut presque tout grêler pour toucher quelque chose. Si vous grêlez à 30%, vous n'avez rien. Donc globalement, les viticulteurs qui ont une gamme assez étendue, qui ont des vignes sur plusieurs communes, ils ne s'assurent pas parce que c'est impossible, ou alors c'est vraiment la schkoumoun, que toutes leurs vignes grêlent, parce qu'elles sont à 20 km les unes des autres, c'est pas de bol. Par contre, ceux qui ont des exploitations groupées, par exemple 8 hectares d'un seul tenant, là, ils s'assurent, mais bon, ça coûte chaud, quoi. Voilà. Et puis la canicule. Alors voilà, notre canicule, eh ben, c'est bien hein, pour les vacanciers, mais pour le raisin, c'est moins bien. Des fois, ça crame. Donc, ça fait des rendements beaucoup plus faibles. Après, ça fait des vins plus concentrés. C'est vrai que c'est pas mal. Et il y a une petite phrase que je dis, hein, tant que le raisin n'est pas dans la cuve, il appartient encore à la nature. Ça, il faut bien en être conscient. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas vendangé, qu'on a amené la vendange dans de la cuve, vous pouvez dire, on peut grêler la veille des vendanges. Hein. Donc, ça, c'est pas interdit. Voilà un petit peu pour le côté négatif. Par contre, pour le côté positif, il y en a quand même, c'est que pour le Beaujolais, on faisait quand même des vins un petit peu légers il y a 20-30 ans. On vendangeait fin septembre, début octobre. Aujourd'hui, on vendange fin août, début septembre, donc à peu près un mois avant. Donc, on fait des vins beaucoup plus concentrés. On arrive à rentrer des mous à 12,5, 13, voire 14. Après, au-dessus de 14, c'est même un problème parce que c'est dur à vinifier. Et les Côtes-du-Rhône, ils en savent quelque chose parce qu'ils rentrent des mous à 15 ou 16. Et c'est très compliqué à vinifier parce que vous avez trop de sucre. Et si vous voulez, les levures qui nourrissent les bactéries, eh ben, elles n'arrivent pas à transformer tout le sucre en alcool. Donc, c'est très, très compliqué. Alors, il n'y a qu'une solution. Hein. Alors, ceux qui ont plusieurs parcelles, ils peuvent faire des assemblages. S'ils ont rentré une parcelle à 11 degrés et une autre à 15, ils font un assemblage pour faire baisser. Autrement, ben, ça serait de mettre de l'eau, mais c'est bien sûr strictement interdit, forcément. Donc, on a des vins plus concentrés, hein, des fois donc un peu trop, plus tanniques, plus d'alcool. Donc, c'est vrai que pour le Beaujolais, nous, c'est plutôt un avantage, le réchauffement climatique. Parce qu'avant, il y a 25 ou 30 ans, on rentrait des mous à 9-10 degrés, donc on mettait du sucre, on chaptélisait, c'était autorisé dans le Beaujolais. Donc, c'était pour, bien sûr, transformer le sucre en alcool. Aujourd'hui, c'est terminé, on n'achète plus de sucre du tout, du tout. Et puis, les vendanges sont plus tôt. Bon, ben, ça, c'est... Ben, il fait moins froid, il pleut moins, voilà. Alors après, des fois, on a la chance, c'est d'avoir de la pluie, allez, on va dire au 15 août, une bonne pluie au 15 août. C'est sympa, sans grêle, évidemment, parce que ben, le raisin va grossir. Voilà, donc ça, c'est intéressant, parce qu'autrement... on a des miassons, ce qu'on appelle, c'est des tout petits raisins qui sont secs et quand on presse, il n'y a pas de jus. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à faire le rendement quand même. Voilà. Allez, je te passe le micro. On observe de plus en plus de vins bio. C'est devenu une mode pour certains. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler de cette labellisation, s'il vous plaît? Alors, le domaine Ruet, puisque c'est 4 ans, hein, c'est 4 ans pour passer bio, la conversion, puisqu'il faut que les résidus dans le terrain soient complètement évacués. Donc, la vendange 2023, donc les vins que vous voyez là sont travaillés en bio depuis 3 ans, sauf qu'on n'a pas le label encore. On l'aura à la vendange 2023. Pourquoi passer bio? Les désherbants sont interdits. Enfin, il n'y a plus de désherbants aujourd'hui. Et puis le jour où ils vont arrêter le Roundup, cette fois, il n'y aura plus rien. Donc, on passe en bio. Donc, il faut travailler du sol. Il faut travailler le sol. Alors, travailler le sol, c'est-à-dire qu'il faut du matériel. On gratte entre les rangs et entre les ceps. Alors, il y a un inconvénient, c'est quand c'est un peu sec ou qu'il n'y a pas trop d'humidité, ben, ça fait encore évaporer et ça favorise encore la sécheresse. Par contre, il y a un gros avantage au niveau du goût du vin, c'est qu'on casse les racines de surface et donc c'est les racines qui sont en dessous qui expriment le terroir et c'est pour ça que les vins
Quand on est en bio, souvent, le terroir s'exprime beaucoup plus. Alors, bien sûr, on n'utilise que des produits agréés. En traitement, c'est vite vu, c'est soufre ou cuivre. Donc, il y a des quantités à respecter, bien sûr. Et c'est des produits de contact. C'est-à-dire que si vous traitez aujourd'hui et que demain il pleut, et bien après-demain, vous êtes quitte à recommencer. Parce que les produits conventionnels, c'est des produits systémiques. C'est-à-dire quand on traite, 2 heures après, c'est rentré dans la plante. Donc, ça fait un effet de 3 semaines. Donc voilà, le problème du bio, c'est qu'il faut sulfater, parce que quand on a des années chaudes et humides, eh ben, le développement mildiou et compagnie, eh ben, ça se développe, c'est important. Donc il faut surveiller vraiment comme le lait sur le feu. C'est important. On fait aussi de l'enherbement, hein, c'est-à-dire qu'on met de l'herbe pour garder un peu la fraîcheur. Donc on plante de l'herbe, il y en a qui plantent des cultures. J'ai vu il y a des pois, il y a enfin plein de. Parce que les pois, il y a des nodosités pardon, sur les racines. Donc c'est une légumineuse et dans les nodosités, le pois est capable de capter l'azote de l'air et donc le restituer au niveau des racines. Donc, c'est un intérêt également pour la nourriture de la vigne. Voilà. Après, on a des ODG, organismes de défense et de gestion du Beaujolais. Donc, il y a ODG des Crus et ODG des Beaujolais et Beaujolais Village. Donc, qui travaillent, hein, qui d'arrache-pied. Ils cherchent des cépages plus résistants aux maladies, bien sûr. Ça existe, là. Il y a des blancs, des cépages blancs. J'ai un copain qui a acheté des cépages blancs. Donc, il a fait qu'un traitement au lieu de 8, 9, 10, quoi. Hein. Apparemment, donc voilà, c'est plus résistant aux maladies et plus résistant aussi à la sécheresse. C'est important. Mais bon, le temps que ça se découvre, les essais, les machins, il y en a pour 20 ans, quoi. Aussi, quand on est en bio, il faut un cuvage très, très, très propre. Parce qu'on met très peu de soufre, on a droit à un peu de soufre dans la cuve. Mais des bactéries, des mauvaises bactéries qui se développent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment un laboratoire dans le cuvage. Sinon, vous avez plein de problèmes de brette. Alors, brette, c'est la sueur de cheval, le cuir. Ça arrive des fois dans des vins. Ou l'acétate, c'est un peu le vinaigre. Enfin bon, il y a des déviances assez fréquentes. Donc, c'est pareil, le vin, il faut le surveiller tous les jours. Tous les jours, c'est très, très important. Voilà. Et les quantités de soufre, donc je vais vous dire hein, qu'on met dans la cuve. En conventionnel, on a droit à 200 mg par litre. En bio, c'est 100 mg par litre. Et le domaine Drouet ne met que 50 mg par litre. Donc voilà, c'est vraiment au minimum et c'est surveillé. Je vous garantis que c'est vraiment suivi de très, très, très près. Et souvent, les vins, plus ils sont sucrés, plus il faut mettre de soufre. Et c'est pour ça, des fois, quand vous buvez des mauvais créments ou des vins mousseux ou des vins très sucrés que, voilà, la barre, hein, c'est ça, je ne cherchais pas, c'est le soufre. Le soufre, c'est un désinfectant et un conservateur. Voilà. Et on met des levures bio qui sont neutres, qui ne vont pas influencer sur le goût du vin, forcément. Alors, le Beaujolais, on a souffert il y a 30 ans, donc je pense que vous vous en souvenez pas, avec le Beaujolais nouveau qui avait le goût de banane. Donc voilà, et cette année, il a le goût de banane. Eh bien oui, parce qu'il y en a qui avaient inventé des levures qui donnaient le goût de banane. Donc c'est vrai qu'en buvant un verre de Beaujolais nouveau, on avait l'impression de manger une banane, quoi. Voilà, ça nous a fait beaucoup de mal et on commence à s'en sortir. Voilà. Voilà, je redonne le micro à Jules. Merci beaucoup pour vos réponses. Et c'est moi qui vais à présent donner le micro au public pour qu'ils posent leurs questions. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai oublié là, parce que c'était en haut. Et les contraintes, tout ça, on n'y fait pas ou on y fait après? Tu veux qu'on y fasse après ou tu veux faire les questions? Non? Bon. Alors, il y a deux choses qu'il faut, et ça, il faut vraiment que je vous l'explique. C'est la différence entre un vin bio et un vin nature. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de vin nature. Donc, le vin nature, c'est déjà pas un vin bio, parce que vin nature, on croit que c'est bio, mais c'est pas bio du tout. D'ailleurs, il n'y a aucune législation. Donc, c'est strictement interdit de mettre vin nature sur l'étiquette.
on doit mettre vin sans sulfite ajouté. Et le travail de la vigne, je dirais, alors en principe, ceux qui font des vins nature, c'est des bio dans l'âme, donc ils ne vont pas mettre des produits chimiques dans la vigne en principe. Par contre, ils laissent faire le vin tout seul, c'est-à-dire c'est des levures indigènes, c'est sans sulfite ajouté, c'est sans soufre ajouté. Donc là, c'est pareil, ça peut également avoir des déviances assez, pas très rapidement, mais au bout d'un an, souvent c'est... Voilà, donc vin nature et vin bio, c'est deux choses différentes. Après, vous avez deux sortes de bio. Vous avez le bio business, c'est-à-dire celui qui passe bio. Alors, il y en a heureusement pas beaucoup, parce que entre une bouteille de vin conventionnel et une bouteille de vin bio, le même appellation par exemple, il y a entre 80 centimes et 1 euro. Voilà. Donc, c'est des gens, ils ont une carte de négoce après, ce qui leur permet aussi d'acheter du vin. Donc, voilà, ça c'est le bio, je dirais, business. Il dit, tiens, les bouteilles se vendent un peu plus cher, donc on va faire ça. Et puis, vous avez le bio, eh ben, par conviction déjà, comme le domaine Drouet, et un peu par obligation. Parce qu'aujourd'hui, les produits phytosanitaires, il y en a de moins en moins. Tous les ans, ils en retirent 50. Donc, il y a un moment où on ne va plus arriver à traiter les maladies. Ça va être de l'eau qu'on va mettre. Donc, on va être obligé de passer en bio un peu par obligation. Et depuis 15 ans, le domaine Drouet a été très sensible. Au début, ils étaient Terravitis, donc c'était une charte sur le travail de la vigne. Mais bon, c'est vieux, c'était la première ébauche hein, vers le respect de l'environnement. Après, jusqu'à il y a 3 ans, ils étaient HVE3, donc c'est haute valeur environnementale niveau 3. Donc c'est vraiment de la culture hyper raisonnée, hein, c'était déjà ça. Et puis là, donc, les vendanges 2023, on va voir notre label bio EcoCert pour mettre sur les étiquettes. Euh, donc, voilà. Alors, le côté positif, non, je vais commencer le négatif aussi. Donc, c'est un surcoût de 20-30%, parce qu'il faut du matériel spécifique. Donc, acheter le matériel pour gratter la terre. David, bon, il a 2 ouvriers, il a 20 hectares. En gros, quand elle a fini de gratter un bout, il faut qu'il recommence de l'autre, quoi. Il fait que ça, il fait que gratter le globe, il fait que ça, il fait que ça. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup plus de travail. Donc, c'est à peu près un surcoût de 20-30%. Par contre, comme je vous le disais, le labour, ça fait quand même exprimer le terroir. Et puis, l'inconvénient aussi, c'est que c'est un traçage accru. Hein. Je vous garantis qu'ils vous contrôlent et ils sont tout le temps sur votre dos. Contrôle, ouais, cotisation EcoCert, bien sûr, c'est pas gratuit. Et travail administratif complexe et laborieux, quoi, quand on passe, voilà. Donc Par contre, le côté positif, c'est l'ouverture de marché en France et à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des. Enfin, hier soir, on allait dans un restaurant un petit peu haut de gamme, on va dire. La carte des vins, donc moi j'aime bien, bien sûr, vous imaginez, demander la carte des vins et discuter avec le sommelier. Il n'y avait que des vins bio, que des vins bio, que des vins bio. Il n'y avait aucun vin conventionnel. Donc de plus en plus, les restaurants sont attachés à distribuer des vins bio. Et puis à l'export, eh ben, c'est aussi pareil. Hein. Donc ça, c'est un point positif. Et puis bon, ben, il y a quand même le respect de la planète. Hein. Ça, il faut en être conscient quand même. C'est important. Et puis la santé des gens, hein, que ce soit les viticulteurs déjà, parce que ils sont empoisonnés hein, avec les produits. Il y avait des produits à base d'arsenic il y a 30 ans. Enfin, c'était des trucs de fou, quoi. Donc le respect. Et puis les voisins des vignes, parce que vous avez des vignes des fois qui sont à côté de maisons. Donc quand vous traitez, si les gamins ou à côté d'une école, voilà. Donc c'est pour ça que on a décidé de passer au bio. Pour nous, c'est important. Voilà. Certains d'entre vous ont des questions. Et je pense qu'on a personne micro, donc vous pouvez présenter. Je vais faire une photo. Pas de questions ? Comment je
Les contraintes, on en a parlé un peu. Moi, donc, je suis à la retraite depuis 4 ans. Donc, moi, c'est un à côté, hein, puisque c'était pas mon métier d'origine. Moi, je viens de l'extérieur. Pour le domaine, je vais parler en tant que. Enfin, les contraintes, ouais, on en a parlé. Tu peux reformuler ta question, s'il te plaît. Ah, la passion, parce que je suis arrivé professionnellement et j'ai été tellement bien accueilli dans ce vignoble, j'ai échangé avec eux et je me suis dit un jour j'aurai de la vigne. Bon, quand je suis arrivé dans le Beaujolais, c'était impossible parce que les vignes, c'était impossible que quelqu'un de l'extérieur achète de la vigne. Et c'est malheureusement, ou heureusement pour moi, la crise qui m'a permis d'acheter de la vigne, quoi, hein. Voilà. Mais moi, c'est une passion, hein, voilà, moi c'est même pas un revenu, c'est à côté, hein, parce que voilà, j'en fais profiter un peu la famille, les amis, enfin voilà quoi. Et puis voilà. Ah, vas-y. Ah ben, mettre fin au débat, ça va être vite vu. Moi, ce que je préfère, c'est le Beaujolais, tu as bien compris. Le Bordeaux, j'aime bien. Alors, ça m'embête un petit peu pour la petite, mais le Bourgogne, c'est pas ma tasse de thé. Et c'est plus. Non, mais attention, c'est plus un problème de cépage. J'ai un peu de mal avec le cépage Pinot Noir. Voilà. Mais j'arrive à en boire un petit peu. Voilà, un petit peu. Voilà. Et le Bordeaux, moi, je fais beaucoup de salons, hein, et les goûts des gens ont évolué. Et aujourd'hui, dans les salons, les Bordeaux, ils tirent la langue, franchement, parce que les habitudes ont changé et les gens préfèrent des vins à boire un peu plus vite. Donc, on voit des gens en Bourgogne, on voit des gens en Beaujolais. Voilà, mais Bordeaux, c'est compliqué. Nos parents, ils achetaient, moi je me rappelle mon père, il achetait du vin, il le gardait 15 ans, on le buvait. Des fois, bah, c'était trop tard, donc on le mettait dans l'évier. Aujourd'hui, les gens, alors ça fait une trésorerie phénoménale, parce que si vous achetez 10 bouteilles de Bourgogne, 10 bouteilles de Bordeaux, 10 bouteilles de Beaujolais, 10 bouteilles et d'Alsace, vous les gardez, vous avez 500 bouteilles, tous les ans, il faut en racheter, ça fait une trésorerie énorme. Aujourd'hui, les gens, ils veulent boire rapidement, et puis c'est bien. De temps en temps, quand on a un bon millésime, on l'oublie un peu. Et puis, enfin, moi, il faudrait que je fasse murer ma cave, parce que j'arrive pas, ça, à garder. Quand c'est bon, j'y arrive pas. Voilà. Mais bon, après, c'est une question de goût, hein. Enfin, je veux pas être trivial, mais c'est comme les filles, hein. Non, mais je veux dire, il y en a qui aiment les grandes, d'autres les petites, d'autres les blondes, d'autres les brunes. Eh ben, le vin, c'est pareil. C'est pareil, le vin. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Pardon. Ah oui, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est vrai, au niveau de l'étiquetage, c'est très, très compliqué, oui. Donc, il faut faire valider les étiquettes impérativement aux pays importateurs. Ça, c'est très, très strict parce qu'on n'a pas tous les mêmes normes. Nous, on a les normes, la contenance, la femme enceinte, le degré, contient des sulfites, voilà. Mais vous avez des pays qui ont d'autres contraintes supplémentaires. Donc, ah oui, oui, il faut faire valider parce qu'autrement, ils ne vous payent pas et vous ne renvoyez pas le vin, quoi, hein. Donc, c'est pour ça que quand on veut faire de l'export, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Voilà, il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de rigueur. Mais bon, ça fait une belle image pour le domaine quand même. Voilà. Oui, mais pas très longtemps. Ça a été, oui, tout à fait. Oui, quand il a mis la taxe augmentée d'un 5%, donc ça s'est un peu calmé, mais ça n'a pas duré très très longtemps, puisque quand Biden est repassé, donc c'est redevenu, on va dire, comme avant. Voilà. C'est redevenu comme avant. Comment? Ah oui, si, si.
Alors, ce qui nous a un peu impacté aussi, c'est le Covid. Au niveau de l'export, puisque je crois que le Canada, ils sont un peu en retard par rapport à nous, pour le Covid, hein, bien évidemment. Et donc, ça a chuté. Donc là, c'est en train de remonter, parce qu'on a exporté plus au Canada. Donc là, on est en train de remonter la pente. Et c'est dû au Covid, ça, c'est autre chose. Alors, les vins effervescents, effectivement, on fait, donc avec le cépage chardonnay, on fait du crément de Bourgogne, parce que historiquement, le Beaujolais faisait partie de la Bourgogne. Donc on a le droit à l'appellation crément de Bourgogne. Donc on le fait avec du chardonnay. Donc ce n'est pas les viticulteurs, parce que les vins effervescents, c'est compliqué à faire. Donc on a une personne à Fleury qui s'appelle Fernand Laurent et qui fait 80% des vins effervescents du Beaujolais. Donc vous lui apportez votre vendange, il vous fait votre crément, quoi. Voilà. Donc le domaine Ruet a également du crément à sa gamme. Ensuite, le domaine Ruet a du brouillis. Alors c'est la plus grande appellation, c'est à peu près 7 hectares sur les 20, hein, sur les 20 hectares. Et c'est un petit peu, le domaine Ruet, c'est quand même un peu les champions du brouillis, hein. Si vous regardez un peu les concours, les médailles, vous allez voir régulièrement brouillis, côte de brouillis. Le domaine Ruet est souvent primé. Après, on a du Morgon, on a du Régnier. Alors Régnier, il n'est pas très connu. C'est le prince des crus, parce que c'est un cru depuis 1988 seulement. Oui, parce que pour la petite histoire, le Beaujolais, je vous ai dit que c'était 14 500 hectares de vignes. Il y a à peu près 50% qui est en Beaujolais, donc ce qu'on appelle Beaujolais simple. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est Beaujolais. Donc c'est des communes, hein. Donc là, c'est plutôt autour de Villefranche. Après, vous avez 25% de Beaujolais village, donc ça, c'est des communes également. Et vous avez 10 crus, voilà, hein. Donc il y a le Morgon, le Brouilly, le Côte de Brouilly, le Régnier. Et puis après, on a donc du Beaujolais village, forcément, du blanc, hein, du Beaujolais blanc et du Beaujolais village blanc. Du crément, je l'ai dit. Voilà à peu près ce qu'on a en appellation. Et après, on fait des cuvées spéciales. Alors, des cuvées vieilles vignes. On fait des cuvées qu'on passe en foudre pendant 2 ans, alors, ou 18 mois. Les foudres, c'est des grands tonneaux. Mais c'est des tonneaux qui ont 80 ans. Donc, ça ne donne plus le goût de bois. Par contre, ça assouplit les tanins et ça vanille un peu le vin. Donc, c'est des cuvées très, très, très sympas. Voilà. Parce que moi, alors, c'est mon avis aussi, hein, c'est que je trouve que le goût de bois ne se marie pas très bien avec le gamay. Voilà. Voilà. C'est mon avis et je le partage. Alors, c'est une question intéressante. J'arrivais à gérer parce que comme c'est du métayage, alors dans le Beaujolais, vous avez plusieurs modes de faire valoir. Donc, si vous êtes propriétaire, bon, déjà, vous pouvez faire vos vignes vous-même. Après, vous avez le fermage. Donc, c'est un loyer. C'est-à-dire que le viticulteur vous paye un loyer. Il fait vos vignes, il garde tout le vin, il vous paye un loyer, soit en argent, soit en bouteille. Et puis, dans le Beaujolais, alors je ne sais pas si ça existe en Bourgogne, le métayage. Ouais. Ah, d'accord. Parce que dans le Beaujolais, donc c'est encore un vignoble où il y a du métayage en 50-50. C'est-à-dire que moi, je fournis la vigne, le vigneron, il travaille la vigne, et le vin, hop, on le partage en deux. Voilà. Moi, il me fait une facture pour la vinification, pour le stockage, pour l'électricité, tout le bordel. C'est des normes, hein. C'est un contrat officiel qu'on a signé chez un notaire. Donc, c'est tant d'hectolitres à l'hectare. Voilà. Point. Donc, eh ben, quand j'étais en activité, c'était pas trop compliqué parce qu'ils faisaient tout le vin. Moi, je récupérais mon vin, j'achetais mes bouteilles, j'ai fait mes étiquettes, mes contre-étiquettes, mes capsules congées, mes cartons, et moi, j'avais plus qu'à le vendre. Alors, j'avais un réseau important parce que j'étais directeur régional sur Rhône-Alpes-Auvergne, donc j'avais une grosse clientèle de coopératives agricoles, de négociants, donc j'avais pas trop de mal à vendre mon vin.
Et puis, je vous ai laissé quelques cartes de visite si vous voulez. Et vous verrez, c'est marqué dégustation chez vous entre amis. Donc, j'ai lancé un truc que je fais de temps en temps. C'est le style réunion Tupperware. Donc, je vais chez des amis, ils convoquent 4-5 couples. Je fais mon petit baratin, je leur fais déguster. Après, on fait un casse-croûte, on finit les bouteilles dans la bonne ambiance et ils achètent du vin. Et puis, je fais également des dégustations chez moi, dans ma cave. Voilà comment je commercialise mon vin. Et puis après, quand je suis arrivé à la retraite, donc je me suis mis à travailler un peu la vigne. Donc là, la vigne que je travaille en Beaujolais Village, on est, puisque c'est moi qui la travaille, j'emmène juste la vendange à mon vigneron et lui, il fait le vin. Donc là, on est sur 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que j'ai 2 tiers pour moi, 1 tiers pour lui. Voilà. Alors, la biodynamie, c'est du bio, sauf qu'ils tiennent en plus compte de la Lune, en fait. C'est ça. Alors, nous, moi, un jour, j'étais dans le Cantal, dans une coopérative à Aurillac, bien sûr. Et puis, j'attendais le directeur qui me reçoive. Et puis, j'ai vu sur le comptoir, il y avait un calendrier lunaire gros. Enfin, c'est Monsieur Gros qui l'a écrit et il sort tous les ans, bien sûr. Donc, en attendant, le directeur, ben, je l'ai feuilleté et j'ai vu qu'il y avait un article, enfin, il y avait un chapitre sur la viticulture pour mettre, soutirer le vin, mettre en bouteille. Donc, vous avez tous les jours de l'année avec du vert, du jaune, du rouge, voilà. Et donc, je l'ai acheté et je l'ai donné à David Dutel. Donc, ça, c'est en 2010. Et depuis, on l'achète tous les ans et David eh ben, tient compte de la Lune pour mettre en bouteille. Alors, ça marche ou pas, on n'en sait rien, puisqu'on met tout le vin avec la lune verte. Mais voilà, on a bonne conscience, on est content. Et a priori, c'est pas trop mauvais ce qu'on fait. Voilà. Alors, petits enfants, j'en sais rien. Moi, j'ai ma petite fille qui est là, elle peut peut-être en parler si elle veut. Oh putain, allez, Iris. Je pense que, parce que finalement, le système que j'ai, c'est facile. Parce que bon, j'ai des enfants. Bon, j'ai le dernier, il a 21 ans. Il a l'air de dire qu'il continue. Parce que moi, on peut faire ce que je fais en continuant de travailler. Hein, c'est un à côté. Et puis, si vraiment ça fait trop de boulot de vendre 4500 bouteilles, parce qu'il faut quand même s'en occuper, eh ben, on met ça en fermage à David. On lui met en fermage. Il nous paye un loyer, ou il nous paye en bouteille, et puis voilà. Donc, mais c'est un petit peu tôt encore pour savoir. Et puis moi, j'espère encore avoir la forme quelques années pour continuer à vendre mon vin, parce que à la base, je suis quand même un commercial et je sais faire que ça. Et ce que j'ai toujours dit, heureusement qu'il y avait le métier de commercial, parce qu'autrement, j'aurais été dans la merde pour bosser. Hein. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que vous avez appris des choses. Moi, j'ai passé un super moment et je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas que jeudi, c'est soirée raclette dans le hall Leclerc. Donc voilà, n'hésitez pas.